Il y a des moments dans la vie où un homme croit qu'il mérite ce qui lui arrive. Quand Lucas Moreau a franchi les portes de la prison de Fresnes par un matin de novembre, le vent froid de l'Île-de-France lui a frappé le visage comme une gifle. 5 ans. 5 ans à l'intérieur. 5 ans pendant lesquels le monde avait continué à tourner sans lui. Il avait 42 ans. Il se sentait beaucoup plus vieux. Dans le sac plastique qu'on lui avait remis à la sortie, il y avait peu de choses. Son portefeuille avec 23 € et quelques centimes. Son vieux téléphone qui ne fonctionnait plus. Une photo pliée en 4, usée au coin, qu'il avait gardée pendant toutes ces années, collée contre la paroi de sa cellule. La photo de sa mère, Simone Moreau, prise lors d'un repas de Noël il y a longtemps. Elle souriait, elle avait l'air en bonne santé. Lucas s'était promis une seule chose pendant ces 5 années. Rentrer à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, et retrouver sa mère. Lui demander pardon. Recommencer. Mais quand il est descendu du car à la gare routière du village, quelque chose n'allait pas. Les gens le regardaient indifféremment. Pas avec le regard de ceux qui reconnaissent de quelqu'un qui est parti longtemps. Avec le regard de ceux qui savent quelque chose que vous ne savez pas encore. Une voisine qu'il connaissait depuis l'enfance, Madame Aubert, traversait la rue avec son cabas. Quand elle l'a vu, elle s'est arrêtée net. Elle a serré son sac contre elle et a baissé les yeux avant de reprendre sa marche sans rien dire. Lucas a froncé les sourcils. Il a marché jusqu'à la rue des Acacias, là où il avait grandi. La maison était petite, en pierre, avec des volets bleus que sa mère repeignait chaque printemps. De loin, il a remarqué que les volets n'avaient pas été repeints depuis longtemps. La peinture s'écaillait. Le jardin devant, que sa mère entretenait avec une fierté tranquille, était envahi par les mauvaises herbes. Lucas a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il a poussé le portail en fer forgé, qui a grincé. Il a frappé à la porte. Pas de réponse. Il a frappé encore. Puis il a entendu un bruit à l'intérieur. Un bruit léger, lent, comme quelqu'un qui se déplace avec beaucoup de précaution. La porte s'est ouverte. Sa mère était là. Lucas a failli ne pas la reconnaître. Simone Moreau avait 68 ans, mais ce matin-là, elle paraissait en avoir 80. Elle était courbée légèrement en avant, ses cheveux complètement blancs, ses mains ridées agrippées au bord de la porte pour se soutenir. Elle portait un tablier usé et des chaussons trop grands pour ses pieds. Ses yeux, autrefois vifs et noisettes, semblaient fatigués, comme quelqu'un qui dort peu depuis longtemps. Pendant un moment, ni l'un ni l'autre n'a parlé. Puis Simone a dit, d'une voix qui tremblait légèrement. « Lucas !» Lucas a senti sa gorge se nouer. « Maman !» Elle a levé une main vers son visage, hésitante, comme si elle n'était pas sûre qu'il soit vraiment là. Puis elle a posé sa paume sur sa joue, et Lucas a dû faire un effort considérable pour ne pas pleurer là, sur le pas de la porte, comme un enfant. « Entre d'abord », a-t-elle dit doucement. L'intérieur de la maison était propre, mais modeste d'une façon qui allait au-delà de la simplicité. C'était la propreté de quelqu'un qui fait avec très peu. Les meubles étaient les mêmes que dans son enfance, usés par les années. Le vieux canapé à fleurs dont il avait toujours ri était recouvert d'un plaid rapiécé. Dans la cuisine, Lucas a remarqué que le réfrigérateur ronronnait d'une façon anormale, comme s'il était sur le point de rendre l'âme. Sa mère lui a préparé un café avec des gestes précis et économes, sans gaspiller un seul mouvement. Lucas observait tout cela en silence. C'est alors qu'il a entendu quelque chose, un petit tout-sautement venu du couloir. Puis le bruit de pas très léger, presque imperceptible. Lucas s'est retourné. Dans l'encadrement de la porte du couloir, une petite fille se tenait debout. Elle avait peut-être 7 ou 8 ans. Elle portait un pyjama à rayures bleues, un peu grand pour elle. Et sur sa tête, il n'y avait pas un seul cheveu. Son crâne était nu, sa peau très pâle, et ses yeux immenses, d'un brun profond, le regardaient avec une curiosité calme et sans peur. Lucas a regardé sa mère. Simone posait la tasse de café sur la table avec soin. Elle n'a pas tout de suite levé les yeux. « C'est Chloé », a-t-elle dit simplement. Lucas a regardé à nouveau la petite fille. « Qui est-ce » Sa mère s'est assise en face de lui. Elle a mis ses 2 mains à plat sur la table, comme elle faisait toujours quand elle allait dire quelque chose d'important. « C'est une longue histoire », a-t-elle commencé. Simone lui a tout expliqué. Il y a 18 mois, une femme du village, Nadia Bensed, ancienne caissière au supermarché que tout le monde connaissait, avait frappé à sa porte un soir de pluie. Elle portait cette petite fille dans les bras. Chloé avait 6 ans à l'époque. Leucémie lymphoblastique aiguë. Le diagnostic avait été posé 3 mois plus tôt. Nadia était seule, sans famille, dans la région. Le père de Chloé avait disparu dès l'annonce de la maladie, sans laisser d'adresse. Nadia était épuisée, au bout du rouleau.
Elle avait frappé à la porte de Simone parce que les deux femmes s'étaient amenées croisées à l'église et que Simone lui avait dit, un jour, avec sa gentillesse habituelle, « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. » Nadia était venue. Simone avait ouvert la porte. Le lendemain, Nadia avait eu un accident vasculaire cérébral à l'hôpital de Villeneuve pendant une visite de contrôle. Elle était restée 2 semaines dans le coma. À sa sortie, elle avait des séquelles importantes et avait été placée dans un établissement de soins spécialisé à Agen. Elle ne pouvait plus s'occuper de sa fille. Et Simone s'était retrouvée seule avec Chloé. Lucas a gardé le silence pendant tout le récit. La petite fille était venue s'asseoir dans un coin du salon, sur un coussin posé par terre, et feuilletait un livre d'images sans faire de bruit. De temps en temps, elle toussait légèrement, et à chaque fois, les yeux de Simone se tournaient un saut vers elle, avec une attention absolue. « Les services sociaux ?» a demandé Lucas. Sa mère a eu un geste vague de la main. « Ils sont au courant. La situation est régularisée, légalement. Pour l'instant, Chloé est sous ma garde provisoire. En attendant que Nadia puisse... » En attendant. Lucas a regardé sa mère. « Tu n'aurais pas dû faire ça toute seule. » Simone a souri légèrement. « C'est ce qu'on fait, quand on peut. » Elle a bu une gorgée de café. « Et maintenant tu es là. » Ces mots simples ont pesé beaucoup plus lourd que ce qu'ils semblaient vouloir dire. Lucas a passé la première nuit dans sa vieille chambre qui sentait le renfermer. Allongé dans le noir, il regardait le plafond. Il pensait à sa mère courbée sur ses chaussons trop grands. Il pensait à la petite fille chauve qui feuilletait son livre en silence. Il pensait aux 5 années perdues. Il avait fait une erreur grave. Un soir de 2019, il avait pris la voiture après avoir bu trop de verre de trop. Il n'y avait pas eu de mort, Dieu merci. Mais il y avait eu un homme gravement blessé, un cycliste qui traversait le rond-point de la Croix-Blanche. Lucas avait pris la fuite. Il avait été retrouvé le lendemain. Délit de fuite avec blessure grave. 5 ans ferme. Il ne cherchait pas d'excuses. Il en avait cessé depuis longtemps. Ce qu'il cherchait maintenant, c'était une façon de réparer. Le lendemain matin, il s'est levé tôt et a trouvé sa mère déjà debout, assise à côté du lit de Chloé dans la petite chambre du fond. La petite dormait encore. Simone lui caressait la main doucement, dans le silence du matin. Lucas s'est arrêté dans l'encadrement de la porte sans faire de bruit. Il a regardé sa mère regarder cet enfant. Et dans ce moment-là, il a compris quelque chose qu'il aurait mis du mal à formuler, mais qui était aussi clair que le jour qui commençait à filtrer par la fenêtre. Sa mère avait 68 ans, elle était fatiguée, elle avait peu d'argent, et pourtant elle était là, à 5 heures du matin, en train de veiller sur une petite fille qui n'était pas la sienne, parce que personne d'autre ne le ferait. Lucas est sorti de la maison sans bruit et a marché jusqu'à la boulangerie. Avec les 23 € qui lui restaient, il a acheté des croissants, du pain frais et un pot de confiture d'abricot. Il est rentré et a préparé le petit déjeuner. Quand Chloé est arrivée dans la cuisine, encore ensommeillée dans son grand pyjama, elle l'a regardé avec ses grands yeux calmes. « T'es qui, toi ?» Lucas a souri pour la première fois depuis longtemps. « Je suis le fils de Simone. » Lucas. La petite a réfléchi une seconde. « Simone. Elle m'a pas dit qu'elle avait un fils. » Lucas a posé un croissant dans l'assiette devant elle. « Normal. On avait des choses à se pardonner, elle et moi. » Chloé a regardé le croissant. Puis elle l'a regardé à nouveau. « C'est pareil pour moi et mon papa, » a-t-elle dit, du ton de quelqu'un qui constate un fait sans drama. Mais lui, il n'est pas revenu. Lucas n'a rien répondu. Il a juste posé un verre de jus d'orange à côté de l'assiette. Dans les jours qui ont suivi, Lucas a cherché du travail. Ce n'était pas simple. Un casier judiciaire est une porte que beaucoup de gens ferment avant même que vous ayez fini de frapper. Il a essayé le supermarché, la menuiserie au bout de la zone industrielle, la coopérative agricole. Partout, dès qu'on vérifiait ses papiers, le ton changeait. Il n'a pas baissé les bras. Le vieux Marcel Dupont, qui tenait un garage automobile sur la route de Penn d'Agenais, l'avait connu enfant. Il l'avait regardé dans les yeux pendant 30 secondes. Puis il avait dit « Tu commences lundi, je te paie au noir pour l'instant. Si tu tiens 2 semaines, on fera les papiers. » Lucas avait tenu. Chaque soir, il rentrait les mains noires de cambouis et les épaules douloureuses. Il mangeait ce que sa mère préparait, qui n'était jamais grand-chose mais qui était toujours soigné. Parfois Chloé avait bon appétit et il riait de choses insignifiantes autour de la table. D'autres soirs, la petite était trop fatiguée pour manger, et Simone lui lisait une histoire dans sa chambre d'une voix douce, pendant que Lucas faisait la vaisselle seul dans la cuisine. Un soir, il a demandé à sa mère de lui montrer les factures. Simone a hésité. « Ce ne sont pas tes problèmes. » Lucas a posé la main sur les siennes. « Si. Maintenant si. » Elle a sorti une enveloppe Kraft du tiroir du buffet. Lucas l'a ouverte. Il a tout lu lentement, méthodiquement. Les relevés de compte,
les factures d'électricité et de gaz, en retard de 2 mois, le loyer qui avait augmenté en 2022, les remboursements partiels de la caisse d'assurance maladie pour les déplacements de Chloé à l'hôpital d'Agen, les restes à charge que personne n'avait payés. La situation était mauvaise. Pas catastrophique, pas encore, mais mauvaise. Sa mère vivait avec sa retraite de 840 € par mois et quelques aides de la CAF liées à la garde de Chloé. Les soins de la petite coûtaient bien plus que ça. Lucas a refermé l'enveloppe calmement. Il a regardé par la fenêtre le jardin dans l'obscurité. Il connaissait quelqu'un. Il avait toujours essayé de ne pas y penser. Mais il connaissait quelqu'un qui avait de l'argent. Son frère aîné, Franck Moreau, qui vivait à Bordeaux. Franck avait bien réussi dans l'immobilier. Maison à vendre, appartement à louer, investissement. Il avait une belle maison dans le quartier des Chartrons, une voiture qui valait plus que la maison de leur mère, et une femme qui portait des sacs à main que Lucas n'aurait pas su nommer. Franck n'était pas venu à l'époque du procès. Il avait envoyé un SMS. « Je peux rien faire pour toi. T'as qu'à assumer. » Lucas n'avait pas répondu. Mais maintenant, ce n'était pas pour lui qu'il allait appeler. Il a composé le numéro depuis le téléphone que Marcel lui avait prêté en attendant qu'il puisse en racheter un. Franck a décroché au bout de 4 sonneries. « Ouais, c'est Lucas. » Silence. « Je sais, » a dit Franck finalement. « Je vois bien sur le téléphone. T'es sorti quand ? » « Il y a 10 jours. » Silence encore. « Et alors ? » Lucas est allé directement au but. Maman a des dettes. Elle garde une petite fille malade depuis plus d'1 an. Toute seule. Elle a besoin d'aide. Il a entendu son frère souffler de l'autre côté de la ligne. « Je l'ai appelée plusieurs fois, » a dit Franck. « Elle m'a jamais dit que ça allait pas. Tu la connais ? » « Ouais. Un temps. »« Et toi, tu peux faire quoi ? » ?»« Je travaille au garage du pont depuis 2 semaines. C'est pas encore grand-chose, mais je cherche quelque chose de mieux. » Franck a gardé le silence un moment. Lucas attendait. « Je viendrai ce week-end, » a dit son frère finalement. Il est venu le samedi suivant dans sa voiture qui coûtait trop cher. Il est resté sur le pas de la porte une longue minute à regarder la façade de la maison avec ses volets écaillés. Puis il est entré. Simone lui a fait la bise. Elle lui a préparé du café comme si de rien n'était. Chloé était à table avec son livre de coloriage et ses crayons. Elle a levé les yeux vers le grand homme inconnu. « T'es qui, toi ?» Franck a regardé la petite fille chauve avec ses grands yeux tranquilles. Il a eu l'air de prendre un coup dans l'estomac qu'il n'avait pas prévu. « Je suis Franck », a-t-il dit d'une voix qui avait changé de timbre. « Le frère de Lucas. » Chloé a hoché la tête et est retournée à son coloriage. Les 2 frères ne se sont pas parlé des vieilles choses ce soir-là. Ils ont mangé ensemble, tous les 4 autour de la petite table de cuisine. Franck avait apporté un gâteau. Chloé avait mangé une toute petite part en disant que c'était bon, que le glaçage avait le goût de la fraise. Après dîner, pendant que Simone couchait la petite, Lucas et Franck ont parlé dans le jardin. L'air était froid. Les 2 frères avaient les mains dans les poches. « Je savais pas que c'était comme ça », a dit Franck à voix basse. « Moi non plus », a répondu Lucas. « J'aurais dû le savoir. J'étais pas là. » Un silence. « T'aurais pas pu de toute façon. T'étais en dedans. J'avais mes raisons d'y être. » Franck n'a pas répondu à ça. Il regardait le fond du jardin dans l'obscurité. « La petite, elle en est où ?» a-t-il demandé. Lucas lui a expliqué ce qu'il savait. Le traitement se terminait dans 2 mois. L'oncologue de l'hôpital d'Agen était prudemment optimiste. La rémission était possible, peut-être probable. Mais il fallait encore tenir. Et tenir coûtait de l'argent que Simone n'avait pas. Franck a sorti les mains de ses poches. Il les a regardées. Puis il a dit « Je peux m'occuper des arriérés et mettre quelque chose de côté chaque mois pour les frais médicaux. » Lucas l'a regardé. « C'est le moins que je puisse faire, » a ajouté Franck. « J'aurais dû venir avant. » Lucas n'a pas dit qu'il avait raison. Il n'a pas dit non plus le contraire. Les semaines ont passé. La vie dans la petite maison de la rue des Acacias a pris un rythme nouveau. Lucas se levait tôt pour aller au garage. Simone préparait le petit déjeuner avec Chloé, qui avait ses bons jours et ses moins bons jours. Franck appelait le dimanche et venait 1 fois par mois. Lucas apprenait des choses qu'il n'avait jamais eu la patience d'apprendre avant. Il apprenait que les jours difficiles demandent plus de douceur que les jours faciles. Il apprenait que les enfants malades ont une forme de sagesse particulière, pas parce qu'ils ont souffert, mais parce qu'ils n'ont pas encore appris à faire semblant. Il apprenait que sa mère, qu'il avait toujours vue comme une présence ordinaire et ordinairement aimée, était en réalité une femme d'une résistance extraordinaire. Un jeudi soir, il est rentré du garage un peu plus tard que d'habitude. Il avait aidé Marcel à finir une révision complexe. La maison était silencieuse. Il a enlevé ses chaussures dans le couloir et il est allé voir si quelqu'un était encore debout. Simone était dans la salle de bain. La porte était entr'ouverte.
Lucas a entendu un bruit qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Sa mère pleurait. Pas bruyamment, pas de façon dramatique. Elle pleurait comme quelqu'un qui a pris l'habitude de pleurer sans bruit pour que personne ne l'entende. Lucas est resté dans le couloir, immobile. Il ne savait pas si entrer ou pas. Finalement, il a doucement poussé la porte. Simone était assise au bord de la baignoire. Elle avait le visage dans les mains. Elle a levé la tête quand elle a entendu son fils. Ses yeux étaient rouges. Elle a essayé de sourire, ce sourire de mère qui veulent toujours montrer que tout va bien, même quand rien ne va. Lucas s'est assis par terre, à côté de la baignoire, le dos contre le mur carrelé. « C'est Chloé » a-t-il demandé. Simone a secoué la tête. « Non, Chloé va bien ce soir. Elle dort. » « Alors quoi ?» Sa mère a mis un moment à répondre. Elle a passé un mouchoir sur ses joues. « J'ai appelé Nadia cet après-midi, celle de l'établissement d'Agen. » Lucas attendait. Elle ne progresse pas. Les médecins disent qu'elle ne récupérera probablement jamais assez pour pouvoir vivre de façon autonome. Elle ne pourra pas reprendre Chloé. Le silence a occupé la petite salle de bain. Et Chloé ne le sait pas encore, a continué Simone. Elle croit toujours que sa maman va guérir, qu'elle va revenir. Lucas a posé sa main sur le bras de sa mère. On lui dira quand il faudra le dire. Simone l'a regardé. Et après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Pour Chloé, Lucas n'a pas répondu immédiatement. Il a réfléchi à cette question qui était en réalité bien plus grande que la salle de bain où il se trouvait. Il a finalement dit quelque chose qu'il n'avait pas prévu de dire. Quelque chose qui lui est devenu naturellement, sans qu'il l'ait réfléchi, et c'est peut-être pour ça que ça sonnait vrai. On verra. Mais elle n'est pas toute seule. Sa mère l'a regardée longtemps, puis elle a dit quelque chose de doux et de lourd à la fois. « Je savais que tu reviendrais. Je l'ai toujours su. » Lucas n'a pas su quoi répondre à ça. Alors il n'a rien dit. Il y avait une chose, cependant, qui le tracassait depuis plusieurs semaines et qu'il n'avait pas encore résolue. Quelque chose que sa mère lui avait mentionné une fois, rapidement, presque en passant, et qu'elle n'avait pas voulu développer. Le propriétaire de la maison. La maison de la rue des Acacias appartenait à un homme qui s'appelait Gérard Boisseau. C'était un promoteur de la région, pas très connu hors du département, mais suffisamment installé pour avoir plusieurs biens à Villeneuve et dans les communes alentours. Simone louait cette maison depuis 22 ans. Elle y avait toujours payé son loyer, jamais en retard, jamais de problème. Jusqu'à il y a environ 1 an, quand Boisseau avait envoyé un courrier. Il voulait récupérer la maison. Il avait un projet immobilier. Il lui laissait 6 mois pour trouver autre chose. 6 mois, à 68 ans, avec une retraite de 840 €, dans un marché locatif qui n'avait cessé de se tendre. Simone n'avait rien dit à personne. Elle avait répondu poliment au courrier. Boisseau lui avait envoyé un 2e courrier encore plus ferme. Puis un 3e, signé cette fois par un cabinet d'avocats de Bordeaux. Lucas a découvert tout ça par hasard, en cherchant quelque chose dans le tiroir du buffet où sa mère rangeait ses papiers importants. Il a lu les 3 courriers, debout dans la cuisine un matin que sa mère était sortie faire une course avec Chloé. Il les a relus. Puis il les a remis exactement à leur place, dans le bon ordre, et a refermé le tiroir. Il n'a rien dit ce soir-là. Mais le lendemain, après le travail, il a fait un détour par la bibliothèque municipale, qui fermait à 18h30. Il a demandé à l'agent d'accueil s'il pouvait utiliser un ordinateur. Il a cherché les droits des locataires dans le cadre d'un congé pour reprise. Il a lu pendant 1h30. Ce qu'il a trouvé était clair. Un propriétaire peut donner congé à un locataire pour récupérer son bien, mais sous des conditions très précises. Le locataire a des droits. Et quand le locataire a plus de 65 ans et des ressources modestes, la loi prévoit des protections spécifiques. Le propriétaire doit alors proposer un relogement dans des conditions équivalentes, sans quoi le congé n'est pas valable. Boisseau n'avait rien proposé de tel. Le surlendemain, Lucas a pris sa pause déjeuner pour appeler l'ADIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Une femme au bout du fil, avec une voix professionnelle et bienveillante, lui a confirmé ce qu'il avait lu. Si votre mère a plus de 65 ans et des revenus inférieurs à un certain plafond, et si le propriétaire ne lui a pas proposé de relogement, le congé est probablement nul. Je vous conseille de consulter un juriste spécialisé. Lucas a raccroché. Il a mangé son sandwich dans la voiture de Marcel sans vraiment le goûter. Il pensait. Le soir même, il a appelé Franck. Franck a écouté sans l'interrompre. Quand Lucas a eu fini, il y a eu un silence. Puis Franck a dit « Je connais quelqu'un à Agen, un avocat spécialisé en droit locatif. On peut le voir ensemble la semaine prochaine. » Lucas a dit « D'accord, c'est la première fois depuis longtemps qu'ils avaient en y fait quelque chose ensemble. » L'avocat s'appelait Maître Théron. Il exerçait dans un cabinet du centre-ville d'Agen.
au deuxième étage d'un immeuble haussmannien. Il était petit, méticuleux, avec des lunettes rondes et une façon de parler qui donnait l'impression que chaque mot avait été soigneusement pesé avant d'être prononcé. Il a lu les courriers de Boisseau que Lucas lui avait apportés. Il a posé quelques questions. Il a regardé les chiffres de la retraite de Simone. Puis il a dit « Le congé est irrégulier ». Lucas a attendu la suite. « Votre mère remplit toutes les conditions de protection. Elle a plus de 65 ans, ses ressources sont inférieures au plafond légal. Le bailleur aurait dû lui proposer un relogement approprié dans la même zone géographique. Il ne l'a pas fait. Le congé est sans effet. » Franck a demandé « Concrètement, ça signifie quoi ? » « Ça signifie que votre mère peut rester dans cette maison, et que si le propriétaire insiste, on l'attaque. » Lucas a demandé « Et si Boisseau décide de passer en force ?» Maître Théron a légèrement souri. « Il ne peut pas. La loi est de son côté à elle, et je m'assurerai qu'il le sache clairement. Ils ont signé un mandat de représentation ce jour-là. » Maître Théron a envoyé un courrier recommandé au cabinet bordelais de Boisseau la semaine suivante. Il l'a rédigé avec la précision froide et documentée de quelqu'un qui connaît son sujet parfaitement. Il citait les articles de loi applicables. Il indiquait que le congé était nul. Il demandait confirmation que le propriétaire renonçait à toute procédure d'expulsion. La réponse est arrivée 15 jours plus tard. Boisseau renonçait. Lucas a lu la lettre 2 fois debout dans le couloir. Puis il l'a posée sur la table de la cuisine où sa mère préparait la salade. Simone s'est essuyé les mains sur son tablier et a pris la feuille. Elle a mis un moment à comprendre ce qu'elle lisait. Puis elle a regardé son fils. « Vous avez fait ça comment ? » « Franck et moi, on a consulté un avocat. C'était ton droit, maman. T'avais juste personne pour te dire que c'était ton droit. » Simone a posé la lettre. Ses yeux se sont mouillés. Elle a dit « Tu aurais pas dû te donner tout ce mal. » Lucas a secoué la tête. Mais il a souri. « Si. » Chloé est entrée dans la cuisine à ce moment-là, avec cette façon qu'elle avait de surgir sans faire de bruit. Elle a regardé la lettre sur la table, puis Simone, puis Lucas. Elle a demandé « C'est une bonne nouvelle ?» Simone a ouvert les bras et la petite est venue s'asseoir sur ses genoux, malgré ses 7 ans bien tassés. « C'est une très bonne nouvelle », a dit Simone. Chloé a réfléchi une seconde. « Alors on fait quoi pour fêter ça ?» Lucas a dit « Je vais chercher une tarte aux fraises. » Chloé a levé un pouce en l'air. Le mois suivant a été celui du dernier cycle de chimiothérapie de Chloé. C'était le plus difficile, pas seulement physiquement pour la petite, mais aussi pour Simone, qui avait accompagné chaque séance depuis le début et portait cette fatigue accumulée dans tout son corps. Lucas avait demandé à Marcel s'il pouvait aménager ses horaires certains jours pour emmener Chloé à l'hôpital. Marcel avait dit « Tu me demandes ça comme si j'allais dire non. Vas-y, on se débrouille. » Lucas avait donc fait plusieurs fois le trajet Villeneuve-Agen avec Chloé installée sur le siège passager. Elle regardait par la fenêtre avec ses grands yeux. Parfois, elle posait des questions simples, directes, sans détour, comme seuls les enfants en posent. Un matin, elle a demandé « Tu étais où, toi, avant ?» Lucas a regardé la route. Il a répondu honnêtement, parce que Chloé était du genre à sentir quand on lui répondait autre chose que la vérité. « J'étais en prison. » Chloé a réfléchi. « T'avais fait quelque chose de mal ?» « Oui. » Elle n'a pas regardé par la fenêtre. « Et maintenant, t'as fait quelque chose de bien pour réparer ?» Lucas n'a pas répondu tout de suite. Il fixait la départementale qui se déroulait entre les champs de tournesol. « J'essaie, » a-t-il dit finalement. Chloé a hoché la tête avec sérieux, comme si c'était la seule bonne réponse possible. Puis elle a demandé si on pouvait écouter la radio, et elle a chantonné tout bas une chanson qu'il ne connaissait pas jusqu'à l'hôpital. Les résultats de la dernière série d'examens sont arrivés un mardi de mars. L'oncologue, le docteur Pelletier, était une femme de 50 ans aux cheveux courts et à la voix mesurée. Elle avait convoqué Simone, qui avait demandé à Lucas de l'accompagner. Ils étaient assis tous les deux face à son bureau pendant qu'elle cherchait les mots. Lucas avait appris à lire les silences des médecins pendant ces mois-là. Un silence trop long voulait dire quelque chose. Un silence suivi d'un inspiré avant de parler voulait dire autre chose. Le docteur Pelletier avait expiré, pas inspiré. « Les marqueurs sont bons », a-t-elle dit. « La rémission est confirmée. » Simone a porté une main à sa bouche. Lucas a regardé ses propres mains posées sur ses genoux. « Il faudra continuer la surveillance de façon régulière », a ajouté le docteur. « Et il faudra faire attention à la fatigue, aux infections. » Mais le traitement a fonctionné. Simone pleurait sans bruit, comme elle savait le faire. Lucas n'a pas pleuré. Mais quelque chose dans sa poitrine qui était serrée depuis des mois s'est desserré lentement. Le soir, ils ont dit à Chloé que sa maladie était partie. La petite a regardé Simone. Puis elle a demandé « Elle reviendra pas ?» « Les médecins pensent que non, » a dit Simone. Chloé a réfléchi. « Et mes cheveux ?»
Ils vont repousser, a dit Lucas. Ils repoussent de toujours. La petite a regardé sa propre main un moment, puis elle a dit « Tant mieux. Je voudrais des cheveux comme Simone. » Simone, qui avait des cheveux blancs bouclés, a ri pour la première fois depuis très longtemps. Un rire vrai qui venait de loin. Lucas a pensé que ce son-là, ce rire-là, était peut-être la chose la plus précieuse qu'il avait entendue depuis qu'il était sorti de Fresnes. Il reste encore des choses à régler. La situation de Nadia, la mère de Chloé, qui ne guérira probablement jamais assez pour reprendre sa fille. La question de l'avenir légal de Chloé. Ce sont des questions longues, qui prennent du temps, qui passent gaulées par des services sociaux et des juges aux affaires familiales et des rapports et des audiences. Lucas a repris ses démarches à bras-le-corps, avec l'aide de Maître Théron qui avait accepté de les accompagner. Franck payait les honoraires. Lucas faisait les allers-retours, remplissait les formulaires, prenait les rendez-vous. Il avait appris, en prison, que le temps peut être une torture ou un outil selon ce qu'on en fait. Il avait décidé d'en faire un outil. Un soir de début avril, Chloé avait un peu de température. Rien d'alarmant selon l'infirmière que Simone avait appelée. Mais la petite dormait mal et se réveillait en sursaut. Simone avait passé la moitié de la nuit dans la chambre avec elle. À 2 heures du matin, Lucas s'était levé et avait dit à sa mère « Va dormir, je reste avec elle ». Simone avait hésité. Elle a regardé son fils. Puis elle a hoché la tête et est allée se coucher. Lucas s'est installé dans le fauteuil au bord du lit de Chloé. Il lisait un vieux roman de poche trouvé sur l'étagère dans la lumière basse de la petite lampe de chevet. Au bout d'un moment, Chloé a ouvert les yeux. « T'es là ?» a-t-elle dit d'une voix ensommeillée. « Je suis là. » Elle a fermé les yeux à nouveau. Lucas est resté. À un moment, vers 4 heures, sans qu'il s'y attende, Chloé a dit dans le demi-sommeil. « Lucas, c'est quoi le contraire de la prison ?» Il a réfléchi sérieusement à la question, parce qu'elle méritait une réponse sérieuse. « Être libre », a-t-il dit. La petite a réfléchi une seconde. « Être libre, c'est quoi ? C'est être là où tu dois être. » Un silence. « Alors t'es libre là ?» Lucas a regardé la petite chambre, la lampe de chevet, le livre de poche ouvert sur ses genoux, le crâne encore nu de la petite fille qui commençait tout juste à montrer les premiers duvets courts d'une repousse légère. Il a dit « Oui ». Chloé a souri sans ouvrir les yeux. « Moi aussi. » Les jours ont continué. Marcel lui a proposé un contrat à durée indéterminée. Les papiers ont été signés un vendredi matin avec 2 tasses de café mauvais et une poignée de main ferme. Lucas avait 35 € d'économie la semaine où il était sorti de prison. Maintenant, il pouvait rembourser Franck progressivement et mettre quelque chose de côté chaque mois. Ce n'était pas riche. C'était suffisant pour l'instant. Et suffisant, il avait appris. C'était déjà beaucoup. Un samedi de mai, Franck était venu pour l'un de ses week-ends mensuels. Ils avaient déjeuné tous ensemble. Après le repas, les 2 frères avaient fait la vaisselle, pendant que Simone s'assoupissait dans le fauteuil du salon et que Chloé dessinait à la table de la cuisine. Franck essuyait les assiettes. Il regardait la petite qui dessinait avec concentration. « Elle va rester ici ?» a-t-il demandé à voix basse. Lucas rinçait les verres. Le juge aux affaires familiales doit se prononcer d'ici 2 mois. Mais oui, probablement. Franck a posé une assiette essuyée sur la pile. Et toi, t'as réfléchi à... La suite ? Lucas a regardé par la fenêtre au-dessus de l'évier. Le jardin, le vieux poirier au fond qui bourgeonnait. Je réfléchis pas trop à la suite, a-t-il dit. Je réfléchis plutôt à maintenant. Franck a acquiescé lentement, avec une façon de baisser la tête qui ressemblait à quelque chose que leur père faisait autrefois. Les 2 frères ont continué la vaisselle en silence. Pas un silence mal à l'aise, un silence de gens qui n'ont plus besoin de remplir l'espace entre eux de mots qui ne veulent rien dire. Chloé a levé la tête de son dessin. Elle a dit « Franck, je t'ai fait un portrait. » Franck s'est essuyé les mains et s'est approché. Elle lui a tendu la feuille. Il la regardait. Sur le dessin, il y avait 4 personnages dessinés au crayon de couleur, un peu maladroitement mais avec beaucoup de soin. Une dame aux cheveux blancs bouclés, un grand monsieur avec une tache noire sur la main, qui ressemblait à du cambouis, un autre monsieur avec une cravate, et une petite fille chauve avec un grand sourire. En dessous, en lettres d'enfant bien appliquées, Chloé avait écrit « Ma famille ». Franck a regardé le dessin pendant longtemps. Lucas a vu sa mâchoire bouger légèrement, comme quelqu'un qui retient quelque chose. « Il est beau », a dit Franck finalement, d'une voix qui n'était pas tout à fait normale. Chloé a hoché la tête avec satisfaction et est retournée à ses crayons. Lucas a posé le dernier verre propre sur l'égouttoir. Il pensait à la photo pliée en 4 qu'il avait gardée pendant 5 ans dans sa cellule.
La photo de sa mère qui souriait à un repas de Noël d'autrefois. Il pensait qu'il faudrait prendre de nouvelles photos. Avec Chloé et ses cheveux qui repoussaient. Avec Franck et sa cravate. Avec sa mère et son tablier usé et ses yeux noisettes qui s'étaient rallumés doucement depuis quelques mois. Des photos qui n'auraient même pas besoin d'être pliées en 4 pour tenir dans une poche. Des photos qu'on pose sur une table ou qu'on accroche à un mur, parce qu'on est là pour les regarder. Cette histoire n'est pas une histoire sur ce qu'on perd quand on fait une erreur. On sait tout ce qu'on perd. C'est une histoire sur ce qu'il est encore possible de trouver quand on a le courage de revenir. Lucas Moreau avait fait quelque chose de grave. Il avait payé. Et en sortant, il avait trouvé une mère qui s'était donnée entièrement pour une petite fille, que personne d'autre ne voulait garder. Il avait trouvé un frère qui attendait juste qu'on lui tende la perche. Il avait trouvé une petite fille qui regardait la vie avec des yeux plus grands que ses peurs. Et peut-être qu'il s'était trouvé lui-même, un peu. Pas comme un homme neuf. Comme un homme qui comprend maintenant ce que valent les choses simples. Se lever tôt, rentrer le soir, faire la vaisselle, rester assis dans le noir à côté d'un enfant qui a de la fièvre. Parce que parfois la liberté ne ressemble pas à ce qu'on avait imaginé. Elle ne ressemble pas à une grande porte qui s'ouvre sur le vent froid de novembre. Elle ressemble à une petite maison avec des volets bleus qu'il faudra repeindre au printemps. Et à une lumière allumée derrière la fenêtre qui dit que quelqu'un t'attend.